RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Ce matin, vous recevez le président de l'Éveil océanien. Notre invité du matin, c'est en effet Milakolo Tukumuli. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'accepter notre invitation pour revenir sur la position que vous avez exprimée vendredi face à la presse. L'Éveil océanien se prononce pour un non, pas maintenant, pour le 3e référendum. Alors le problème, c'est qu'il n'y a que 2 bulletins, oui et non. Non, pas maintenant, ça veut dire que vous appelez les électeurs à mettre un bulletin non dans l'urne, pour être très clair. Pour être plus clair, Elisabeth, donc merci de m'avoir invité ce matin. D'abord, parlons du positionnement tout d'abord. C'est un positionnement de bon sens. Un positionnement qui prend en compte l'histoire politique de notre pays, c'est important. Entre autres, et je voudrais dire en particulier la poignée de main qu'il y a eu entre Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur. Et enfin, c'est surtout un positionnement de vérité. Vérité que chaque camp, en fait, ne peut pas avouer. L'Éveil océanien étant dans le ni oui ni non, ou étant dans le oui et le non en même temps, ça nous donne de l'agilité pour pouvoir dire certaines choses. Et ce que je souhaite dire aujourd'hui, c'est que les non-indépendantistes ne peuvent pas dire au fait que la Calédonie, à un moment donné, deviendra indépendante. Parce que c'est le sens des accords, les accords de Matignon et de Nouméa, sont des promesses de décolonisation, donc ça a été signé entre les 3 partenaires, l'État, les non-indépendantistes. Le mot indépendance aujourd'hui, il a beaucoup de sens quand on parle d'émancipation, quand on parle de pleine souveraineté, quand on parle d'indépendance. C'est pas pareil, cette vocation de la Calédonie à l'indépendance, elle n'est pas forcément acquise. Ben, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Ah bon, pardon. Après, ça avait un sens à un moment donné, c'était signé en 88 puis en 98. En tout cas, ça a été signé entre les 3 partenaires sous le regard de l'ONU. Donc, ce sont des promesses de décolonisation. Et dedans, on a mis des choses particulières, notamment le gel du corps électoral pour arriver à un moment donné, avec les référendums, pour dire où est-ce qu'on en est. 2018, 43, 2020, 47 et 2021, point d'interrogation. Bon, on pourra y revenir après. Donc ça, c'est la première chose qu'il faudrait dire. Les Calédoniens doivent le savoir. Les accords de Matignon et de Nouméa sont des accords de décolonisation signés entre les 3 partenaires. Ça, les non-indépendantistes ont du mal un peu à le dire, mais c'est ce qui a été signé. On ne revient pas là-dessus. C'est pas un jugement, c'est un fait historique. Deuxième chose, et c'est ce que vous venez de dire, Elisabeth, ce que les indépendantistes ne peuvent pas dire, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens d'assumer ces souverainetés. Et au-delà du document du oui et du non, les compétences qui ont déjà été transférées, elles sont assumées financièrement et la plupart techniquement et humainement par l'État, et puis sans compter les compétences régaliennes qui restent à transférer. Ceux qui en doutent, ils peuvent regarder le document du oui et du non, où on a recensé essentiellement tout ce qu'il faudra assumer en cas de pleine souveraineté. Pour faire simple, il faudra assumer 180 milliards qu'on peut toujours faire évoluer, mais c'est tout simplement c'est doubler les taxes et les impôts que qu'aujourd'hui nous fixons aujourd'hui à l'ensemble des cas. Donc le non, pas maintenant, ça symbolise tout ça. C'est comme un oui, mais plus tard au final. Donc c'est ça qu'on a voulu montrer aux Calédoniens, c'est qu'on n'est pas figé dans des postures politiques. L'an dernier, pour le 2e référendum, vous n'aviez pas de consigne de vote, c'était ni oui ni non, vous le rappeliez. Pourquoi est-ce que vous avez évolué dans votre positionnement ? Vous auriez pu dire la même chose cette fois-ci ? Oui, on aurait pu. Au retour de Paris, où on a été discuté du document et du oui, l'État a pris la décision de fixer la date au 12 décembre 2021. Nous, quand on est revenu, on a questionné l'ensemble de nos militants dans les comités locaux, dans toutes les communes, pour leur poser la question. C'est très simple. 1, est-ce que vous voulez faire campagne ? La réponse a été oui. 2, est-ce que vous voulez faire campagne sur le document ou sur un positionnement ? Et si c'est un positionnement, c'est lequel ? Les militants ont répondu à ces questions. Faire campagne sur un positionnement en expliquant le document du oui et du non, et puis donner un positionnement. Et le positionnement, c'est celui que je vous explique depuis tout à l'heure, c'est le non, pas maintenant. Alors pour vous, le 12 décembre, c'est quand même une date importante. Vous avez parlé de date historique, je crois. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas campagne pour un moment aussi important, puisque vous n'allez pas vous associer à la campagne référendaire Écoutez, nous, on s'est inscrit en tant que mouvement politique à l'habilitation des partis politiques à faire campagne. La date butoir, c'était le 9 septembre dernier. On avait tout mis en marche sauf qu'entre-temps, il y a eu la crise sanitaire, le 6 septembre, avec le confinement. Aujourd'hui, techniquement, et du point de vue sanitaire, au niveau de nos structures, et on est un jeune mouvement politique, on a des difficultés techniques et organisationnelles pour faire la campagne aujourd'hui. C'est tout simplement ce que je dis, quoi.
Mais vous n'avez pas participé à la campagne officielle, mais ça va pas vous empêcher d'être présent, par exemple, dans les médias pour expliquer votre positionnement, quoi. C'est l'objet de ma présence ce matin. Alors, pour être très clair, vous appelez tout de même les électeurs à participer le 12 décembre. Vous les appelez à aller voter, puisque c'est quand même l'un des enjeux de ce référendum. Écoutez, moi, je suis un politique. Et en plus de ça, je suis un démocrate. De dire aux gens de ne pas aller voter, c'est contraire aux principes politiques que nous devons tous défendre, mais aussi au principe de démocratie. Donc les gens doivent s'exprimer. Et le 12 décembre, il y a un scrutin, au-delà des postures politiques que les uns et les autres ont aujourd'hui, que je comprends tout à fait. Je ne peux pas dire aux gens de ne pas aller voter, c'est compliqué, les gens doivent s'exprimer. Qu'est-ce que vous pensez du mot d'ordre de non-participation du FLNKS? Vous comprenez leur position? Oui, je comprends le positionnement des indépendantistes pour dire qu'il y a eu un 19e comité des signataires, il y a eu une promesse du Premier ministre à l'époque pour dire que ça ne peut pas se dérouler dans ce calendrier-là, qui est septembre 2021, septembre 2022. Moi, je comprends. Ils ont demandé le référendum le plus tôt possible, c'était 6 mois après le second référendum, pour dire ok, on va organiser la dernière consultation dans cet esprit-là. Ok, entre-temps, il y a eu la crise sanitaire. Moi qui suis très proche des Kanaks de manière générale, moi je comprends que certains puissent dire, parce qu'on a les mêmes difficultés chez nous, c'est-à-dire aujourd'hui d'aller dans la communauté Wallonie-Futuna et dire oui, on va venir faire une réunion, venir à une réunion. Pour certains c'est compliqué, il y en a qui ont perdu beaucoup de leur famille pendant cette crise sanitaire, pas seulement une seule personne, des fois plusieurs, et c'est compliqué de venir les voir aujourd'hui et de dire est-ce qu'on peut faire une petite campagne, si tu veux faire une petite réunion. Les gens aujourd'hui ont d'autres problèmes beaucoup plus, je dirais pas plus importants, mais plus proches d'eux. Comment payer les obsèques, comment avoir un travail demain, parce que tout ça, ce conflit politique dans ce contexte économique et social un peu morose, ça crée des difficultés bien avant celui du 12. Alors ce positionnement d'appeler les gens à participer, de prôner le non, pas maintenant, ça ne remet pas en cause votre appartenance au groupe UC, FLNKS et nationalistes au Congrès. Ils comprennent aussi votre position, ils admettent que vous ayez un mot d'ordre différent du leur. Ouais, je pense que ce qui est important, c'est de se dire les choses. Moi, j'ai fait un petit travail de pédagogie, d'explication avec les uns et les autres pour expliquer notre positionnement. Donc voilà, ça a été dit il y a maintenant quelques temps. À lycée notamment, et surtout notre positionnement d'expliquer le non pas maintenant. Donc on y est encore dans le groupe. Pour combien de temps, je ne sais pas, il faudra encore discuter avec le groupe UCFLNKS. Voilà. Alors en attendant, les indépendantistes appellent à ne pas participer. Néanmoins, le résultat du référendum du 12 décembre, est-ce que pour vous il sera légitime juridiquement? Est-ce qu'il pourrait être pris en compte ou est-ce qu'il sera contestable? Je ne vais pas essayer de paraphraser ce que tout le monde dit. Juridiquement, on ne peut pas contester un vote parce que les autres décident de ne pas participer. Donc ça, juridiquement, démocratiquement, ça a été dit. Et je ne peux pas dire autre chose que ça. Après, sur le terrain politique, je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir le même discours. Et ça va être l'enjeu des discussions qu'il y aura au lendemain du 12, c'est-à-dire quand on va se mettre autour de la table, c'est quelle photographie qu'on prend. Est-ce que c'est les 3 référendums? Est-ce que c'est le dernier référendum? Et ce n'est que le deuxième ou la moyenne des deux? C'est ça qu'il faudra... Parce que en fonction des scores de celui qu'on regarde, ça permet de tracer les perspectives d'avenir. Voilà. Le 13 décembre, après ce 3e référendum, l'accord de Nouméa sera terminé, oui ou non? Là, il y a plusieurs interprétations. Écoutez, moi, ma compréhension, je ne dis pas que c'est la vérité, en tout cas, moi, ce que je crois comprendre, c'est que ce qui est écrit dans l'accord de Nouméa, et ma compréhension, c'est que l'accord de Nouméa se termine quand il y a un nouvel accord politique, quand il y a une nouvelle loi organique ou une nouvelle constitution, avec de nouvelles élections politiques, qui permettent de mettre en œuvre le nouvel accord politique, la nouvelle loi organique ou la nouvelle constitution. Jusqu'à que ça ne soit pas acté, l'accord de Nouméa reste dans sa dernière forme. Et c'est ce qui, pour moi, est écrit dans l'accord de Nouméa. Alors comment est-ce que vous voyez la suite? C'est ces 18 mois dont avait parlé le ministre des Outre-mer à partir du 13 décembre, avec des discussions pour essayer de trouver ce nouveau statut. Vous pensez que c'est jouable? Écoutez, je pense qu'il faut rappeler aux Calédoniens que la date du 12 décembre 2021, ça donnait un calendrier global de la sortie de l'accord Nouméa. Les élections provinciales, en tout cas ce mandat, qui a commencé le 12 mai 2019, finit en mai 2024. Et donc on est en 2021, et qu'est-ce qui peut se passer entre ces deux temps?
eh bien, le ministre parle déjà de dire il faut un référendum de projet au plus tard en juin 2023. Pourquoi ? Parce que quand ça sera fait, c'est-à-dire quand on aura un accord politique, si tant est qu'il y en ait un, et il y a 18 mois pour discuter. S'il y a un accord politique en juin 2023, rappelez-vous que quand l'accord d'Ouméa a été passé en mai 98, il a fallu attendre 9 mois, 10 mois pour pouvoir créer la loi organique. C'est la loi dans laquelle nous sommes en train d'évoluer. Donc il faut plus ou moins un an entre juin 2023 et mai 2024 pour écrire cette nouvelle loi organique dans le cas d'un an. Au-delà de ça, après, une fois dans le mandat présidentiel, parce qu'on a un nouveau président de la République ou le même président, une nouvelle Assemblée nationale et un nouveau gouvernement, il faut, et c'est pas accessoire, de dire qu'il faut modifier la Constitution, et c'est pas un petit truc, il faut avoir une majorité au Parlement. Et en général, les majorités au Parlement, c'est pas en fin de mandat, c'est en début de mandat. Donc tout ça, ça doit coïncider, c'est-à-dire le calendrier local et national pour ouvrir la Constitution et rajouter ce que nous, on aura décidé en tant qu'élus politiques calédoniens de la marche à suivre pour les prochaines années à venir. Ce nouveau statut, comment le voyez-vous ? Vous avez déjà une idée à l'éveil océanien de la nouvelle structure qu'il devrait avoir ? Déjà, nous, on est dans le ni oui ni non, et nous, on pense que... Et c'est ça que je pense qu'il faut essayer d'expliquer aux Calédoniens, c'est-à-dire que pendant 30 ans, en tout cas en 88, le référendum binaire, c'est ce qui a permis à Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, en fait, c'était la solution politique pour sortir. C'est-à-dire, c'était moyen de dire, on va arriver à une paix, dans 10 ans, on va faire un référendum binaire. Donc, c'était la solution politique. Là, 30 ans après, c'est devenu quasiment notre petite prison politique, c'est-à-dire 3 référendums en 3 ans, tous les Calédoniens sont divisés sur toutes ces questions, en plus de la crise sanitaire. Donc nous, le projet d'avenir, nous, clairement, on ne veut plus de référendum binaire. Donc ça veut dire quoi, plus de référendum binaire ? Ça veut dire que nous, on propose un projet d'avenir, un statut avec un minimum de 20 ans avec au bout un référendum de projet. Le projet, c'est quoi ? Le projet, c'est tout simplement dire, c'est un État calédonien avec des souverainetés partagées avec la France, avec d'autres également. En gros, ça veut dire quoi ? C'est ce que Jacques Lafleur aimait dire autrefois. C'est la petite nation dans la grande nation. Durant ces 20 ans, qu'est-ce qu'on fait, Elisabeth ? On prépare le projet d'État, on révolutionne les politiques publiques, ce que nous n'avons pas fait pendant ces 30 ans. L'avantage, c'est qu'il n'y a plus de binaire, plus de loyalisme, plus d'indépendance. Vous imaginez un monde calédonien comme ça, au lendemain de projet, on n'est plus sur des postures politiques, mais on est vraiment des mouvements politiques de gauche, de droite, centristes, d'extrême gauche et d'extrême droite. Ça va permettre aux élus que nous sommes de s'attaquer vraiment aux politiques publiques, sans position binaire. Ça permet également, et je termine avec, mais aux acteurs économiques de pouvoir se projeter sur le long terme. L'éveil océanien veut être autour de la table des discussions au lendemain du 12 décembre ? Je pense qu'on sera autour de la table des discussions. La légitimité pour parler le 13 décembre, c'est la légitimité qui a été donnée aux électeurs le 12 mai 2019, ceux qui gouvernent les institutions pendant ce mandat. Est-ce que vous avez des craintes sur l'ordre public à l'occasion du référendum du 12 décembre ou est-ce que vous êtes confiant que malgré les consignes qui ont été données de non-participation, les choses vont bien se passer ? Je vous mentirais si je disais que je n'ai pas d'inquiétude. On voit bien que quand même il y a une petite tension qui règne. Bien sûr, sur fond d'obligations vaccinales, on a des manifestations aujourd'hui où c'est un peu tout mélangé. Oui contre le non, 12 contre le 12, passe contre le passe. Et tout ça sur un climat économique et social qui est déjà compliqué. Il faut impérativement que le 12, les choses se passent de manière la plus calme possible. C'est dans notre intérêt. Encore un mot très rapidement. Vous avez signé avec 4 autres élus une proposition d'abrogation de l'obligation vaccinale. C'est pas dangereux de relâcher un peu la pression alors que justement la situation sanitaire semble s'améliorer ? Mais il faut revenir au départ. Je veux dire, les gens ne se sont pas majoritairement vaccinés grâce ou à cause de l'obligation vaccinale. C'est les nouveaux cas qu'on a découverts le 6 septembre avec les différents clusters qui ont fait que les gens se sont soulevés pour aller se faire vacciner. Au 31 octobre, on a vu que l'obligation vaccinale, même s'il a dû permettre à certaines personnes d'aller se faire vacciner, ce que je ne réfute pas, c'est surtout arrivé à un moment donné, on allait avoir des difficultés. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de décaler dans un premier temps l'obligation, enfin en tout cas les sanctions. Et puis maintenant, quand on regarde, il faut dire à un moment calédonien, à quel moment on s'arrête. 70% de la population vaccinable a été vaccinée, sans compter
ceux qui sont immunisés naturellement, Elisabeth, parce qu'il faut les comptabiliser. Je pense qu'il y a un trou dans la raquette parce que nous n'avons pas la capacité de dépister les gens. Quand on regarde Tahiti, 600 décès, 50 000 cas positifs. Nous, 270 décès avec 11 000 cas positifs. On voit bien qu'il y a un trou dans la raquette, qu'il y a des gens qui n'ont pas été identifiés et testés. Donc on considère, nous, qu'il y a entre 10 et 30 000 personnes qui ont été immunisées naturellement. Et quand vous rajoutez tout ça, eh ben on est déjà à des immunisations qui sont des statistiques qui sont très très bonnes. Donc là, on peut dire aux Calédoniens, il faut maintenant abroger l'obligation vaccinale. Mais je ne vais pas déflorer le sujet. C'est l'objectif, c'était l'état d'esprit dans lequel nous avions signé cette proposition de délibération qui a été déposée sur le bureau du Congrès. On a dit, je le répète, on va communiquer ensemble. Donc voilà. On aura l'occasion d'en reparler. Milakolo Tukumuli, président de l'éveil océanien. Merci d'accepter notre invitation. Merci Elisabeth.